mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Un plaisir d'être avec vous de nouveau pour discuter aujourd'hui d'accès aux informations scientifiques. Tout d'abord, je voudrais remercier Charles Normand et tous les collègues du secrétariat du Conseil du Trésor pour le travail au cours des dernières semaines à préparer la réunion, la rencontre d'aujourd'hui. Aussi, bien sûr, les collègues au Fonds de recherche du Québec qui ont travaillé d'arrache-pied, les collègues du Conseil du Trésor, et surtout Vincent Larivière, là, qui va nous parler dans quelques minutes de différentes façons de faire, différentes approches pour avoir accès ou meilleur accès aux informations scientifiques. Mais peut-être d'entrée de jeu, prochaine diapo, Vincent, si tu peux, ou l'autre après, prochaine diapo, une première question pour tous les participants, question d'introduction. Donc, l'outil que vous préférez utiliser pour vos tâches de veille et de recherche d'informations. Donc, vous allez avoir quelques minutes pour répondre là. Les Google de ce monde, Wikipédia, Google Scholar, des revues de presse via les médias traditionnels, des revues spécialisées dans vos secteurs, des plateformes de grandes bases de données comme Érudit, peut-être que Vincent va en parler, des colloques et des conférences, des réseaux sociaux. Donc, on vous donne une couple de minutes pour répondre à cette question et par la suite, les collègues du Conseil du Trésor vont afficher vos réponses. Donc, ce qu'on voit ici, un très grand nombre avec Google. Google Scholar, la revue de presse, revue spécialisée, PubMed érudit, peut-être moins populaire, tout au moins pour les participants d'aujourd'hui, tout ce qui touche les réseaux sociaux. Et il y a quelques-uns d'entre vous qui avaient répondu via le chat, je crois, là, mais globalement, ça donne une bonne idée, là, Google Scholar dans les plus populaires et revue de presse, médias traditionnels. Donc peut-être on s'est pas mal complété ici. 273 participants, merci bien. Et on revient à la présentation. Donc, quelques éléments avant de passer la parole à Vincent. Accéder aux informations scientifiques, sujet d'aujourd'hui, bien sûr. Pourquoi les informations scientifiques, que les données de recherche, quelques éléments, politique publique informée par les données probantes, en recherchant un peu plus d'objectivité, saisir des occasions d'innovation à partir d'informations nouvelles en sciences, en recherche. Oups, peut-être, je ne sais pas, je l'ai perdu. OK, oups. Deux options sont explorées ici. Faire appel à des collègues, des partenaires. Et là, ce qui est très important, c'est de bien formuler la question, bien formuler ses besoins et bien sûr, bien choisir le collaborateur, le partenaire. Et aussi de faire beaucoup de recherches soi-même, ce qui est en libre accès, en sciences ouvertes. Il y en a encore beaucoup, malheureusement, qui n'est peut-être pas encore disponible pour vous. Et par la suite, très important aussi, évaluer la qualité de cette information-là. Prochaine diapo. Qui contrôle la question, contrôle la réponse. Donc, on a mentionné bien formuler ses besoins. Quels sont vos besoins en information scientifique? Moyens étant disponibles, les publics cibles, la délimitation du sujet, très important parce qu'on ne peut pas faire une recherche sur tout. Vraiment, l'objet de votre recherche, ça fait que ce soit assez précis. Le contexte, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous développez?
Vous avez besoin de ces informations-là pour développer une stratégie gouvernementale, pour évaluer l'impact d'une loi qui vient d'être développée, les juridictions, etc., etc. Quel format ça doit prendre? Une grande revue systématique de la littérature, des plus petites notes de brassage, avoir accès à de la littérature scientifique, mais aussi à la littérature grise, la langue, le français, l'anglais, très important aussi, des fois même d'autres langues. Qu'est-ce qui aura de l'influence sur les paramètres de votre recherche? Le niveau comment est-ce que ça va être très exhaustif? Est-ce que vous avez quelques semaines, quelques mois? Est-ce que vous avez 2 heures pour faire la revue? Donc, c'est sûr que ça change beaucoup. Et les niveaux de complexité, on peut penser juste à ce qui est passé au cours des 2 dernières années avec la fameuse pandémie. Prochaine. Les ressources disponibles que vous utilisez probablement déjà presque ou assez fréquemment, presque au jour le jour, plusieurs d'entre vous, à l'intérieur même de votre ministère ou organisme, la direction ou unité de veille ou de recherche. Donc, il y a beaucoup de veille, de prospective, peut-être un peu moins, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être bâtir davantage pour voir venir. Au niveau du gouvernement du Québec, bien sûr, la bibliothèque gouvernementale, qui vous donne accès à certaines revues, certaines publications, aussi certains services de veille, et aussi, bien sûr, le réseau académique au Québec en particulier, mais encore plus large que le Québec, si on veut, là, l'accès que vous pouvez avoir aux équipes dans les universités, dans nos collèges, dans les centres de recherche. Et bien sûr, c'est important d'avoir un lien, de bâtir une relation à moyen, court terme, à moyen et long terme avec les équipes de chercheurs afin d'avoir des réponses peut-être un peu plus rapides des collègues en milieu académique. Donc maintenant, je passe la parole à Vincent pour sa présentation. Vincent? Merci beaucoup, M. Quérillon. Donc, je vais passer quand même assez rapidement sur le contexte. Donc, je vais faire un petit historique là, de la diffusion des connaissances. Ensuite, je vais parler du libre accès, qui est une façon d'accéder à la littérature scientifique où, enfin, on n'a pas besoin d'abonnement. Donc, sachant les limites qu'on a parfois dans le milieu gouvernemental, c'est assez important d'être au courant de tout ça. Et puis, enfin, ben, je vais présenter 4-5 outils que l'on peut utiliser pour trouver de la littérature scientifique, montrer un peu les forces et les faiblesses de chacun. Et puis, si on a le temps, puis j'espère bien parce que je vais passer vite sur mon intro, donc, parler un peu du rôle des médias sociaux dans, on pourrait dire, la mise en contexte de l'information scientifique. Les médias sociaux prennent une place de plus en plus importante dans la société, mais dans la communauté scientifique également. Et donc, les traces qui sont laissées par les articles scientifiques sur ces outils-là permettent un peu de contextualiser les résultats de recherche. Donc, j'entre dans la présentation et, bon, je vais passer vite, comme je l'ai dit. La présentation va vous être envoyée, donc faites-vous-en pas s'il y a des éléments que vous n'avez pas saisis immédiatement. Donc, dans la communauté scientifique, les chercheurs ont toujours diffusé des connaissances. Historiquement, ça se faisait par des traités qui étaient, disons, un peu qui étaient mono-sujets, si vous voulez. Mais l'élément qui est assez intéressant, c'est le fait que bon nombre de chercheurs, depuis toujours, se sont échangés des lettres. Donc, on diffusait des connaissances au sein de la communauté scientifique par ce qu'on appelle la correspondance épistolaire. Donc, je t'écris une lettre pour te dire essentiellement ce que j'ai trouvé. L'imprimerie a évidemment favorisé des échanges un peu plus rapides. Et également, la création de sociétés savantes, en fait, ont amené la création des revues savantes qui sont aujourd'hui la façon principale qui est utilisée par les chercheurs pour diffuser des connaissances. Pour vous montrer rapidement comment ces réseaux de lettres-là ont fonctionné, vous avez ici, en fait, le réseau des lettres du père Marin Mersenne au 17e siècle, qui agissait en fait un peu comme le prototype d'un éditeur en chef. Donc, Mersenne, vous le voyez ici au centre du réseau, recevait des lettres de la part de collègues un peu partout en Europe et faisait le tri, donc décidait quelles lettres devaient être envoyées à ses collègues un peu partout en Europe. Donc, on connaît ici Thomas Hobbes, on a René Descartes, que certains d'entre vous connaissez peut-être aussi. Donc, essentiellement, les échanges ont toujours existé, mais de plus en plus, ces échanges-là, puis ce webinaire-là en témoigne, se font aussi vers l'extérieur de la communauté scientifique. Donc, vous, dans la fonction publique, vous êtes des consommateurs de littérature scientifique, mais ça, c'est un phénomène qui est quand même relativement récent.
Ces échanges-là au sein des sociétés savantes, en fait, sont cristallisés à la Société royale de Londres que vous connaissez peut-être, mais en gros, simplement pour montrer comment les choses ont changé. Au début de la création de la Société royale, la diffusion des connaissances se faisait en personne. Donc, on avait une trentaine de personnes qui se réunissaient dans des locaux à Londres, et puis on montrait les résultats des expériences et l'évaluation par les pairs, qui est le processus par lequel la communauté scientifique, si vous voulez, évalue la crédibilité des résultats de recherche, se faisait en direct. Donc, je vous montre une expérience, vous voyez que ça fonctionne, et vous êtes en mesure d'attester, si vous voulez, de la véracité de l'énoncé scientifique que je vous fais. La Société royale de Londres, elle est derrière la création de la première revue savante, donc il y a plus de 350 ans, la création des Philosophical Transactions of the Royal Society of London, qui est une revue qui existe sur une nouvelle forme, sous une forme différente aujourd'hui, mais qui existe encore. Donc, depuis la création des Philosophical Transactions, le nombre de revues savantes et la quantité de sciences qui est publiée à chaque année augmente de façon exponentielle. Donc, évidemment, il y a de plus en plus de chercheurs, de plus en plus de gens pour qui le travail, c'est de créer des nouvelles connaissances. Il y a aussi une complexification de la science elle-même, donc de plus en plus de disciplines, de spécialités, de sous-spécialités. Donc, la science, elle est en croissance. Et de façon quand même assez intéressante, on pensait à un moment donné qu'il y aurait une saturation. Donc, on ne serait pas capable, en fait, de croître de façon exponentielle pour toujours. Maintenant, ce qu'on voit d'une façon assez étonnante, c'est que ça croît encore aujourd'hui. Donc, je vous passe rapidement là, sur le transparent précédent pour vous montrer que le nombre d'articles scientifiques publiés, il augmente encore aujourd'hui d'une façon exponentielle. Et ça, c'est quand même pas banal. Donc, vous voyez, en 2020, qui est pourtant une année de pandémie, qui est une année où tout le monde, on pourrait dire, l'a eu difficile, où beaucoup de gens l'ont eu difficile, on a augmenté le volume d'articles publiés de 1 million par rapport à ce qu'on avait écrit l'année précédente. Donc, en 2019, comme on le voit ici, il y a eu 5 millions d'articles scientifiques écrits à l'échelle mondiale, mais en 2020, malgré le fait qu'il y avait une pandémie, on en a écrit 6. Donc, ça fait pas mal d'articles à trier et à fouiller. Donc, moi, dans mon domaine, comme bon nombre de mes collègues, je suis incapable de tout lire ce qui s'écrit, ce qui nous demande, en fait, comme chercheurs, d'être capable de filtrer puis d'essayer d'aller lire les articles qui sont les plus importants. Je réponds à la question de Gwen. Je ne dirais pas que c'est grâce, je dirais que c'est malgré la pandémie, mais vous avez quand même pas tort sur un point dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui ont mis les bouchées doubles. Et donc, peut-être que ça a eu un effet. Mais quand on regarde la courbe, c'est une courbe exponentielle normale. Je vais être très curieux de voir quel va être le résultat pour 2021. Parce que si on suit la courbe, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ça voudrait dire qu'en 2021, on en écrirait peut-être 7, presque 8 millions. Et bon, pour être honnête, je pense pas qu'on va arriver là. Il y a effectivement un certain pourcentage, un pourcentage, je dirais, assez important quand même, d'articles qui étaient relatifs à la COVID. Il y avait en fait probablement autour de 500 000 articles de ces 6 millions qui avaient rapport à la COVID de près ou de loin, ce qui est quand même assez substantiel, mais qui est quand même petit dans l'ensemble de la littérature scientifique qui s'écrit à l'échelle mondiale. Donc, j'ai parlé un peu d'évaluation par les pairs, puis je pense que c'est important pour tout le monde d'être au courant de ce que fait l'évaluation par les pairs. Donc, l'évaluation par les pairs, c'est quelque chose qui est présent à peu près partout dans la communauté scientifique, mais qui est particulièrement important en termes de diffusion des articles. Donc, quand moi, en tant que chercheur, je soumets un article à une revue savante, il va y avoir un processus d'évaluation, et on dit évaluation par les pairs dans la mesure où il va y avoir relecture par d'autres collègues du même domaine, d'autres spécialistes qui vont en gros critiquer mon article et qui vont faire une recommandation au comité éditorial ou à l'éditeur en chef, à savoir, est-ce que l'article devrait être publié ou pas? Et si l'article devrait être publié, est-ce qu'on demande des modifications? Donc, est-ce qu'on dit qu'il devrait avoir plus de précision sur un élément ou on devrait enlever telle section, etc. Donc, en gros, c'est un processus qui est crucial parce que ça permet de juger de la véracité, si vous voulez,
puis de la qualité des résultats de recherche. Maintenant, qu'est-ce que ça évalue spécifiquement l'évaluation par les pairs? Le premier élément, c'est est-ce que c'est original? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez intéressant pour être publié? Est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a une relation intéressante avec la littérature antérieure? Et est-ce que ça fit, si vous voulez, en bon français, avec la revue? Le deuxième élément qui est un peu plus crucial à mon sens, c'est est-ce que le manuscrit, il est cohérent? Donc, est-ce que la méthodologie, elle est assez détaillée? Et est-ce que la méthodologie, effectivement, ça semble crédible que ça a permis de collecter de telles données? Puis est-ce que l'analyse, elle a un certain sens? Donc, une question de cohérence interne qui est extrêmement importante. Le deuxième élément, c'est est-ce que c'est cohérent avec ce que l'on sait par ailleurs? Donc, la littérature, la science existe, il y a plein de faits, de théories qui sont dans la littérature. Est-ce que cet nouvel édifice-là à la connaissance, il est cohérent avec ce que l'on sait par ailleurs? Ça se peut que ce ne soit pas le cas, ça se peut que ce soit un article qui vienne un peu contredire ce que la littérature nous dit. Si c'est le cas, bien, il faut que la méthodologie soit convaincante. Donc, autrement dit, le fardeau de la preuve, dans ce cas-ci, il est sur les épaules des auteurs qui font un énoncé, on pourrait dire, un peu extraordinaire. Et à énoncer extraordinaire, bien, on doit avoir des preuves qui sont tout autant extraordinaires. Donc, cet élément-là, il est extrêmement important. Pour conclure sur l'évaluation par les pairs, je vous annonce, je vous dis qu'elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être en simple ou en double aveugle, en ce sens où, en double aveugle, le processus il est anonyme des deux côtés. Donc, à la fois, les auteurs et les évaluateurs ne savent pas qui ils sont. En simple aveugle, bien souvent, ça va être que les évaluateurs demeurent anonymes, mais les évaluateurs savent qui sont les auteurs de l'article. Dans le monde de la science ouverte, on a poussé pour une évaluation qui est un peu plus ouverte. Cette évaluation ouverte-là peut vouloir dire plusieurs choses. Parfois, il y a des gens qui entendent par évaluation ouverte une évaluation qui n'est plus anonyme. Cette évaluation-là qui est plus anonyme, elle est à beaucoup d'égards, je dirais, problématique dans la mesure où si on veut avoir des critiques qui sont, on pourrait dire, je ne dirais pas constructives, mais disons que si j'ai à ne plus être anonyme en tant qu'évaluateur, je vais peut-être être mal à l'aise d'être un peu négatif sur l'article. Donc, de façon à ce qu'il y ait une critique qui est la plus juste possible, on pense qu'on est mieux de rester anonyme. L'autre définition de l'évaluation par les pairs ouvertes, c'est que le contenu de l'évaluation, donc le texte qui est écrit par des pairs pour critiquer ou encenser l'étude, celui-là, il est disponible. Donc, moi, c'est quelque chose que je pense qui est extrêmement utile à la fois pour la communauté scientifique, mais aussi pour les utilisateurs de connaissances que vous êtes, parce que ça permet de mettre en contexte un article scientifique. La façon dont les choses fonctionnent dans la plupart des revues, vous avez l'article publié et c'est tout. Si l'évaluation accompagnait l'article, ça vous permettrait de voir peut-être certaines lacunes à la recherche que les experts, que les pairs, en fait, ont relevé dans leur évaluation. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qui est en transition aujourd'hui, et que vous allez probablement voir de plus en plus avec la science verte. Je réponds rapidement à la question qui vient d'exploser dans mon écran. L'évaluation par les pairs ouvertes, ça permettrait d'une façon, je dirais, assez rapide de faire disparaître les éditeurs prédateurs. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un éditeur prédateur, c'est en gros un éditeur ou une revue qui accepte n'importe quoi, même, en fait, qui accepte n'importe quoi tant que les auteurs paient. Et donc, qui paient un frais de publication. Et souvent, bon, ces éditeurs-là publient donc des manuscrits qui ne sont pas très bons, puis ça vient un peu, on va dire, polluer, si vous voulez, la littérature scientifique. En mandatant le contenu d'une évaluation ouverte, ça ferait en sorte que ces éditeurs-là, qui ne font pas d'évaluation par les pairs, n'auraient rien à montrer et seraient donc de facto ciblés comme étant des éditeurs qui n'ont pas vraiment contribué, qui ne contribuent pas à l'édifice de connaissances. Et donc, on pourrait dire que ce sera une mécanique assez simple pour les faire disparaître. Donc, pendant la pandémie, l'évaluation par les pairs a un peu perdu ses lettres de noblesse. Hein? Vous avez peut-être suivi ça, mais bon, il y a eu des études qui ont été évaluées par les pairs et qui ont dû être rétractées parce qu'elles contenaient des fraudes. Ça nous rappelle en fait que l'évaluation par les pairs, bien souvent, elle ne permet pas de trouver les fraudes. Et en parallèle avec ça, il y a eu ce qu'on appelle des pré-publications, puis je vais revenir là-dessus dans quelques instants, qui sont donc des articles qui n'ont pas encore été évalués, mais qu'on
qu'on circule parce qu'on a besoin de la connaissance rapidement. Et ces prépublications-là, ces preprints-là, étaient considérés comme étant tout à fait valides. Rapidement, l'évaluation, il y a de plus en plus d'évaluations qui se font sur les médias sociaux, puis je vais revenir tout à l'heure. Les études scientifiques et la communauté scientifique, je vais le dire autrement, la communauté scientifique, elle est de plus en plus présente sur les médias sociaux et il y a un débat scientifique depuis la pandémie qui se déroule sur ces plateformes-là. Et donc, une fois qu'un article a été évalué par les pairs, on pourrait dire que sa vie scientifique, elle n'est pas terminée. Donc, il y a eu l'évaluation qui a été faite, l'article il est publié, mais suite à sa publication, il y a encore des discussions, il y a encore des débats qui se déroulent sur les médias sociaux par rapport aux implications des résultats publiés. Donc ici, il y a un élément, puis je vous montrerai comment aller chercher ces débats-là dans quelques instants, mais qui sont, je pense, extrêmement utiles pour mettre la littérature scientifique dans son contexte. Quelques points sur les taux de rejet des revues. Hein. L'évaluation par les pairs, en gros, ça nous donne ça rejette certains manuscrits, ça en accepte d'autres. Évidemment, ce n'est pas toutes les revues qui ont le même taux de rejet. Les grandes revues savantes, Science, Nature, on est au-dessus de 95 une revue comme PLOS ONE, qui est une des revues les plus interdisciplinaires, les plus volumineuses, on pourrait dire, au monde, autour de 50 et il y a une certaine relation globale entre le prestige d'une revue et évidemment son taux de rejet ou son taux d'acceptation. Donc, les revues extrêmement prestigieuses vont avoir des taux d'acceptation extrêmement minces. Et ça nous donne, d'une certaine façon, mais quand même de façon imparfaite, là, je tiens à le dire, ça nous donne une certaine idée de la crédibilité des résultats. Donc, vous savez sans doute un peu comment évaluer vos sources d'information, mais un article qui passe au travers de l'évaluation par les pairs dans Science ou Nature, où on pourrait dire il y a juste quelques articles qui se sortent indemnes de cette évaluation-là, peuvent peut-être être considérés un peu plus crédibles ou peut-être un peu plus justes ou un peu plus solides, si vous voulez, que des résultats qui sont publiés dans des revues où le taux d'acceptation il est beaucoup plus petit. Quelques mots, non, maintenant, avant d'entrer dans les sources à proprement parler sur les éditeurs commerciaux. Donc, Elsevier, vous le connaissez peut-être, mais ce qui est assez intéressant, c'est le plus grand éditeur scientifique au monde. Quand l'Internet arrive, on pense que l'édition scientifique commerciale va disparaître. Pourquoi? Bien parce que l'Internet a été créé par des chercheurs pour permettre le partage d'informations, donc les revues savantes devraient disparaître. Malheureusement, on pourrait dire, c'est pas ça qui s'est produit. En fait, le numérique a amené la consolidation de l'édition savante, ce qui a des conséquences pour la fonction publique, puis on pourrait dire pour le monde académique en général. Ce que je veux vous illustrer ici, c'est le fait que le numérique, en fait, réduit à certains égards l'accès à la littérature scientifique. Pourquoi? Bien parce qu'elle coûte de plus en plus cher. Et pourquoi elle coûte de plus en plus cher? Bien parce qu'il y a un oligopole de quelques éditeurs commerciaux qui contrôlent la diffusion des connaissances. Donc, si on prend le panel de gauche, là, ce que vous avez en rouge, en fait, c'est la proportion d'articles publiés par on pourrait dire, des éditeurs indépendants, ou des éditeurs, à tout le moins, qui ne sont pas les 5-6 grands éditeurs commerciaux. Et on voit qu'on est à moins de 50 Donc, il y a 5 éditeurs en sciences, puis 5 éditeurs en sciences sociales qui contrôlent la moitié du marché et qui donc déterminent les prix, ce qui fait en sorte que c'est impossible pour la plupart des ministères et pour, en fait, bon nombre d'universités de s'abonner à l'ensemble de la littérature scientifique. Et donc, on doit se tourner vers la littérature qui est disponible en libre accès. Donc, il y a deux formes du libre accès. La première, qui est, on pourrait dire, la forme idéale, c'est que la version finale de l'article est disponible gratuitement sur le site de la revue. Donc, autrement dit, il n'y a rien à faire spécifiquement pour un lecteur. Vous allez sur le site de la revue, vous cliquez, l'article est là, puis ben voilà. Donc, c'est extrêmement facile, si vous voulez, c'est la mécanique qui est la plus simple. Le libre accès vert, c'est une forme de libre accès où ce n'est pas la version mise en forme par la revue qui est disponible, mais plutôt une version, on pourrait dire, antérieure. Donc, idéalement, c'est la version finale acceptée de l'article, qui est donc en fait le même contenu scientifique que ce qui est sur le site de la revue et qui coûte des sous, mais qui n'est juste pas mis en forme ou qui est disponible juste sur un format Word ou PDF, là, dans le fond, d'une façon très classique. En fait, c'est le manuscrit qui a été accepté par la revue. Dans l'ensemble,
il y a une part extrêmement importante de la littérature qui est disponible en libre accès. Donc, le libre accès, c'est plus quelque chose de marginal. Aujourd'hui, en 2021, là, il y a plus de la moitié des articles qui sont publiés par les chercheurs québécois, puis en fait à l'échelle internationale aussi, qui sont disponibles en libre accès. Donc, la majorité de la littérature qui se publie aujourd'hui, elle est disponible gratuitement pour les chercheurs. Évidemment, il y a des différences entre les domaines. Comme vous le voyez ici, dans le domaine médical, c'est plus élevé que dans le domaine du génie et de la chimie, ce qui est un peu déprimant. Idéalement, ces chiffres-là vont augmenter. Il y a des mandats de libre accès qui existent. En gros, toute la recherche financée par les fonds québécois devrait être en libre accès. Elle ne l'est pas encore, mais on tend vers ça. Donc, l'autre journée, c'est que le fait qu'il y ait des limites aux abonnements n'empêche pas en grande partie l'accès à la littérature scientifique grâce au libre accès. Il y a aussi de plus en plus de prépublications. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais la pandémie a vraiment amené une croissance de ces prépublications-là. Puis là, je vais mentionner un point qui est important ici, qui est le quatrième, qui est qu'un article qui n'a pas encore été évalué, ça ne veut pas dire que c'est un article où il n'y a pas eu de contrôle de qualité. Hein, les auteurs d'un article, les équipes de recherche qui écrivent un article, font un contrôle de la qualité à l'interne, puis ils ne veulent certainement pas voir leur nom associé à un article qui est très mauvais et qui est déjà qui est diffusé dans cet état d'être mauvais. Donc, il y a quand même une certaine crédibilité aux prépublications et dans la très grande majorité des cas, ces prépublications-là vont être publiées dans une revue. C'est juste qu'ils ne sont pas encore rendus là. Mais il y a quand même des bénéfices collectifs inestimables à avoir accès à cette littérature-là immédiatement, particulièrement dans un contexte de pandémie. Et je veux juste illustrer rapidement le fait que, d'une part, il y a une croissance, elle est quand même assez claire, mais surtout que entre les versions soumises comme prépublication et les versions publiées, il n'y a à peu près pas de différence. Donc, autrement dit, l'évaluation par les pairs, elle ne transforme pas d'une façon majeure la littérature une fois qu'il y a publication. Ce que vous voyez ici dans la figure, c'est des travaux de mes collègues en bio qui ont montré ça. En gros, il y a à peu près de 60 à 65% des articles qui ont à peu près aucun changement entre la version soumise et la version publiée. Il y a à peu près 15% des articles où il y a des figures réarrangées. Donc, on s'entend que ce n'est quand même pas des changements majeurs. Et en gros, il y a à peu près 20% des manuscrits seulement où il y a vraiment du contenu ajouté de façon significative. Donc, dans l'ensemble, les prépublications, ça ne bouge pas beaucoup par rapport à la version finale. Donc, il y a une crédibilité importante à tout ça. J'arrive à mes ressources. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, je trouvais ça fascinant, en fait, le fait que quasiment 75% des gens là, se servent de Google. Effectivement, c'est un outil qui est intéressant pour trouver de l'information en général, mais c'est peut-être pas le meilleur outil pour trouver de l'information scientifique. Donc, la plupart des gens dans la communauté scientifique vont se servir de quoi? Bien, vont se servir de Google Scholar. Donc, Google Scholar, c'est quoi? C'est le sous-ensemble, si vous voulez, de Google, mais qui indexe ce qui a de l'air d'un article scientifique. Donc, je réponds à Mariana rapidement. Les prépublications, elles sont indexées par Google Scholar. Parce qu'en gros, Google Scholar indexe à la fois les sites des revues savantes, indexe aussi les sites des universités, indexe aussi les dépôts institutionnels et les dépôts disciplinaires des différentes sociétés savantes, etc. Donc, c'est vraiment la méthode de recherche qui est la plus englobante, si vous voulez, pour trouver de l'information scientifique. Donc là, je vais départager la présentation PowerPoint pour aller partager mon fichier, mon Google Scholar. Donc, ça va prendre un petit instant. Voilà. Donc, Google Scholar, c'est l'interface de Google pour ceux qui ne l'ont jamais vu, donc ça fonctionne assez bien, c'est très simple. Google Scholar indexe les articles dans toutes les langues. Évidemment, comme à peu près 90% de ce qui s'écrit en sciences est en anglais, bien forcément, Google Scholar ramasse davantage de littérature en anglais. Si vous voulez trouver de la littérature en français, vous cherchez en français, puis bon, ça va vous donner des articles en français. Ce qui est extrêmement intéressant avec Google Scholar, c'est qu'il
il vous pointe directement vers des versions gratuites des articles en ligne. Donc, autrement dit, en ce moment, je ne suis pas branché sur mon VPN de l'université, je suis simplement sur ma connexion à la maison. Donc, je cherche COVID et école. C'est quand même un sujet assez intéressant. Donc, j'ai les enregistrements ici. Bon, on s'entend que ce n'est pas aussi beau que des interfaces comme celle de PubMed, que certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé, mais c'est quand même assez fonctionnel. Je peux trier par date, je peux trier par leur concept de relevance, donc les résultats les plus importants en premier. Je vous avoue que cet algorithme-là, il n'est pas particulièrement précis en ce moment. Bon, il est un peu basé sur des citations, mais bon, c'est pas très fort. Oui, les liens sont fiables dans l'ensemble. Donc, par exemple, le premier, je clique sur, bon, là, j'ai pas le goût vraiment d'attendre 15 secondes pour le premier, donc vous me permettrez de revenir en arrière. Donc, on va aller au troisième qui m'amène à Kern dans la revue Santé publique. Donc, je clique sur le lien de Kern et j'ai effectivement accès à l'article sur la plateforme d'une façon, en fait, cet article-là, il est en libre accès. Donc, j'ai même pas, j'ai pas à faire quoi que ce soit. Ça peut m'amener sur un PDF directement également sur le site de la revue. Donc, Google Scholar, honnêtement, c'est l'outil qui englobe le plus large. Peut-être quelques petits éléments je dirais pas on va dire, c'est des limites. C'est-à-dire que Google Scholar ramasse tout. Donc, il ramasse des revues prédatrices, il ramasse des documents savants qui, comment dire, qui ramassent des trucs qui sont très hétérogènes. Donc, il y a vraiment plus de travail de filtrage qui doit être fait de votre part. Donc, autrement dit, Google Scholar contribue un peu à la surcharge de l'information. Hein. Il ne vous aide pas vraiment à faire le tri d'une façon super facile, contrairement à d'autres bases qui sont par contre peut-être un peu, qui coûtent des sous, entre autres, là, comme une qui s'appelle le Web of Science, qui dans le fond s'intéresse seulement au sous-ensemble de la littérature la plus citée ou de la littérature scientifique la plus importante. Donc, à partir du Web of Science, vous avez un sous-ensemble de littérature un peu plus disons, en anglais, on dit curated, donc qui est un peu plus circonscrit à la littérature la plus importante. L'autre élément, c'est que ça ramasse aussi des trucs parfois qui ne sont pas des articles scientifiques, donc vous pouvez les filtrer rapidement, mais par exemple, les plans de cours de certains cours vont être là. Et j'ai même vu des menus de cafétéria indexés dans Google Scholar, écrits par Salade, etc. Donc, c'est un peu comique, mais ça nous montre un peu les limites de l'algorithme de Google et Google Scholar. Mais dans l'ensemble, c'est extrêmement utile. Je pense à un outil qui est super pratique et qu'on peut utiliser en parallèle avec Google Scholar qui s'appelle OnPaywall. Donc, OnPaywall, c'est un petit outil qui est créé par deux chercheurs qui sont en Colombie-Britannique qui permet en fait de trouver des versions gratuites des articles scientifiques. Donc, cette équipe-là a créé un algorithme qui moissonne le web et qui permet, à partir des dépôts additionnels, des sites web des chercheurs, etc., de trouver des versions gratuites et légales des articles scientifiques. Tout ce dont je vous parle à date, c'est vraiment juste ce qui est, quand je dis libre accès, je ne parle pas de Sci-Hub, je parle de ce qui est légalement ouvert pour tout le monde. Donc, OnPaywall, vous ajoutez ça à votre browser Chrome et ça vous permet de trouver une version gratuite, si elle existe, donc de n'importe quel document. Donc, ce lien-là ici, quelle gestion de la COVID-19 dans les écoles en Belgique, vous voyez, je n'ai pas accès à l'article. Ça me coûterait 3 € ou je pourrais m'abonner pour 15 € par mois. Et bon, certains d'entre vous ont peut-être remarqué le petit cadenas ici qui est en vert. Pourquoi j'ai ça qui est apparu? Mais c'est parce que OnPaywall a trouvé une version gratuite de l'article. Donc, le petit cadenas vert n'apparaît pas tout le temps là, dans votre browser Chrome, mais il va apparaître si vous êtes sur le site d'un article et que OnPaywall a trouvé une version gratuite. Donc, je clique là-dessus et ça m'amène, en fait, ça m'amène nulle part parce que celui-là, effectivement, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas parfait. J'aurais dû faire un petit test tantôt. En fait, j'en ai fait un avec celui-là. Donc, j'amène à un autre article ici
qui lui est en anglais. Et OnPaywall trouve une version gratuite à quelque part. Donc c'est un outil qui, en parallèle avec Google Scholar, va vous donner accès en fait, à tout ce qui est disponible en libre accès. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la majorité de la littérature scientifique. Maintenant, je vais me répéter un peu, mais Google vous donne quand même vous en donne quand même pas mal là, des liens. Donc, vous les voyez ici, PDF, ben, c'est qu'il y a une version gratuite qui existe. Google Scholar va évidemment vous donner davantage de littérature en anglais qu'en français, ce qui nous demande des fois d'aller voir sur d'autres plateformes. Donc là, je vais vous parler un peu de la plateforme Érudit, qui est une plateforme québécoise et canadienne de diffusion de revues savantes. Évidemment, tous les articles qui sont sur Érudit vont être indexés par Google Scholar, mais maintenant, ils sont, on pourrait dire, noyés dans la plateforme Google Scholar. Donc, si vous avez besoin seulement de la littérature en français, bien, vous pouvez aller sur la plateforme Érudit qui se trouve à érudit.org. Donc, ici, vous allez avoir en grande partie des revues québécoises, quand même un certain nombre de revues canadiennes et quelques revues internationales. En majorité, ça va être en français, mais il y a aussi de la littérature en anglais. Et là, vous êtes capable d'accéder à la quasi-totalité de ce qui est sur la plateforme. Donc, environ 97-98% du contenu qui est sur la plateforme, il est disponible gratuitement. Donc, il y a seulement quelques revues qui ont ce qu'on appelle un embargo, c'est-à-dire que seulement la dernière année est disponible sous abonnement. Donc, si vous allez sur certaines revues, vous ne serez pas capable d'accéder au dernier numéro ou aux 2 derniers numéros, mais le reste va être disponible gratuitement pour vous. Autre élément qui est qui est quand même assez utile pour permettre d'accéder à de la littérature scientifique, c'est ce qui est bien simple, c'est d'écrire aux auteurs. Donc, disons qu'il y a un article qui est extrêmement, vous voulez le lire, vous ne le trouvez pas avec OnPaywall ni avec Google Scholar, vous êtes sur le site de l'article, vous avez un petit lien sans doute où vous avez l'adresse courriel de l'auteur de correspondance. Peut-être être gêné de le faire, mais c'est quelque chose qui est extrêmement courant dans la communauté scientifique. C'est quelque chose qui date des tirés à part. Donc, Rémi doit se souvenir de ça. Les premiers articles qu'il a écrits, sans doute, on lui a fourni un tiré à part. On nous en envoyait 50 ou 100 de copies imprimées, mais juste de l'article. Et puis, on recevait des lettres manuscrites ou des appels de collègues qui nous disaient hey, « Peux-tu m'envoyer un tiré à part de ton article publié dans la revue XYZ? » Donc, les chercheurs sont habitués d'être contactés pour avoir accès à leurs articles et c'est quelque chose qui, leur fait plaisir, puis deux, c'est quelque chose qui est tout à fait légal pour un auteur de partager un PDF de l'article qui était publié, même si celui-ci n'est pas en libre accès. Le dernier élément que je veux mentionner sur l'accès à la littérature à proprement parler, c'est les dépôts institutionnels. Donc, par exemple, à l'Université de Montréal, on a un dépôt qui s'appelle Papyrus, où on a en fait à la fois les thèses et les mémoires qui sont soutenues par les étudiants et les étudiantes, mais aussi tous les articles déposés en libre accès par les membres de la communauté universitaire. Donc, c'est un endroit où on est capable de trouver quand même de façon pas mal de littérature, mais je vous rappelle que tout ça est indexé par Google Scholar. Donc, évidemment, si vous avez un seul outil à maîtriser, c'est Google Scholar. Ça me fait-tu plaisir de donner plus d'importance à Google? Bien, pas nécessairement, mais en ce moment, comme dans bien des facettes dans du numérique, on est dépendant de ces compagnies-là qui contrôlent un peu l'accès à l'information. Mais si Google disparaissait demain, bien, il y a quand même des alternatives. Simplement, il faudrait aller chercher d'une façon un peu plus spécifique dans différentes bases de données. Je crois qu'on a encore un peu de temps pour que je vous parle de la place de la science sur les médias sociaux. Bon, là, je vois, il y a quelques personnes qui ont parlé de Sci-Hub. Écoutez, Sci-Hub, c'est un outil qui donne accès à la quasi-totalité de la littérature publiée. Ce n'est pas un outil qui est légal, mais c'est un outil qui existe et c'est un outil qui est utilisé. Il y a eu une analyse qui a été faite il y a environ 2 ans des logs de Sci-Hub. Donc, par exemple, en fait, Sci-Hub a donné accès à quelles étaient les institutions
qui téléchargeaient les articles qui se trouvent sur Sci-Hub. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas nécessairement des institutions africaines ou des institutions d'Amérique du Sud où il n'y a pas d'abonnement. C'était en grande partie des institutions nord-américaines et européennes qui se servaient de Sci-Hub, pas parce que leurs universités n'ont pas accès, mais parce que c'est plus simple d'utilisation que bon nombre de ces interfaces-là. Et je m'arrête là-dessus sur Sci-Hub. En fait, je peux peut-être dire un dernier truc. Sci-Hub, c'est un outil de transition. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir comme étant la solution à l'accès aux connaissances. C'est une technologie disruptive qui met de la pression à la fois sur les éditeurs commerciaux et sur les universités pour trouver un moyen disons, à s'entendre sur comment on peut trouver quelque chose de pérenne, etc., dans la diffusion des connaissances. Donc, je m'arrête là-dessus pour vous parler de comment, je vais répondre rapidement, je vois des questions apparaître. Peut-être Vincent, juste oui. Peut-être 2-3 minutes pour terminer, pour par la suite avoir le temps pour des questions et tout ça. Impeccable. Donc, je veux rapidement parler d'un outil qui s'appelle Altmetric, qui permet de mesurer la place de la science sur les médias sociaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de science qui est visible sur Twitter, mais aussi sur Facebook, etc. Et il y a des outils qui ont été créés qui nous permettent de voir cette trace-là. Donc là, j'ai trouvé un article ici en allant sur Google Scholar sur toujours la COVID et les écoles. Donc, un article sur l'éclosion de COVID dans une école secondaire en Israël après que l'école elle est réouverte. Et là, bon, vous avez cet article-là, on l'a vu tout à l'heure, il était disponible en libre accès. Et là, je veux voir quelles ont été les discussions associées à cet article. Et là, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle altmetric.com qui vous permet en fait d'ajouter à votre browser Chrome un petit outil. Donc, vous pourrez aller sur le site et aller le chercher. Donc, ici, c'est le Altmetric Bookmarklet. Et ce que ça vous permet de faire, en fait, et là, je clique ici sur Altmetric It. Donc, moi, c'est installé sur mon browser. Ça vous permet de voir tous les liens, toute la visibilité qu'a eu cet article-là en ligne. Donc, je clique ici pour avoir un peu plus de détails. Ça va me donner, en fait, toutes les nouvelles qui ont parlé de cet article-là. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc, ça, c'est tous les articles qui ont été écrits par des journalistes par rapport à cette découverte-là. Tous les blogs associés. Donc, évidemment, ça, c'est un article qui a eu pas mal de visibilité. Ce n'est pas l'article habituel, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre ça en contexte. Tous les documents de politique publique qui en ont parlé, tous les tweets, tous les liens Facebook. Donc, ça, c'est un outil qui, je pense, il est inestimable pour être capable donc de mettre en contexte un article scientifique. Donc, vous trouvez l'article intéressant, vous le lisez, vous dites, j'aimerais savoir ce que d'autres personnes en ont pensé. Vous allez voir là-dessus, puis ça va vous donner tout le spectre, si vous voulez, toutes les traces qui ont été laissées par cet article-là en ligne. Donc, écoutez, moi, j'écoute toujours mon patron. Donc, Rémi, je m'arrête ici. Puis, évidemment, au plaisir de répondre là, à toutes les questions que vous pourriez avoir. Peut-être, Vincent, si tu peux revenir à la présentation. Oui. Eh bien, merci bien. Là, et je pense que vous avez reçu aussi, tous les participants ont reçu copie de la présentation PowerPoint. Passer les prochaines, aller plus loin. La prochaine, tu avais ta conclusion ici. Peut-être, ici, juste pour rappel, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient participé à la rencontre précédente, il y a quelques semaines, on avait eu le résumé de la présentation d'Yves Gingras en termes de qualité d'information, parce que aussi, bien sûr, c'est important. Et le dernier point que Vincent a fait par rapport à Altmetric, ben ça aussi, là, quand on voit les commentaires, peut-être ce que les gens ont dit dans le monde, ça peut nous orienter quand même un petit peu de ce côté-là. Ici, ce que le tableau qui avait été produit, là, c'est vraiment en termes de rappel, qualité d'information, identifier les sources, est-ce que les sources sont crédibles, évaluer la crédibilité des sources, comme je viens de dire, les limites des données, hein, c'est quoi l'échantillon, des fois, on a des premières pages dans des journaux, dans les médias, mais bon, l'échantillon est tellement petit que quand on met ça en contexte, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Les angles morts, l'interprétation, les statistiques, par exemple, le contexte,
toute cette information scientifique-là et à l'international, mais aussi remettre ça des fois, on a besoin, vous avez besoin, vous, de remettre ça dans un contexte québécois. Là. On a vu ça, par exemple, si on revient à la fameuse pandémie des vaccins, au point de départ, là, combien de temps entre les deux doses? Il y a eu différents choix qui ont été faits au Québec, au Canada et à l'international. Donc, des fois, on est obligé de replacer ça dans le contexte aussi pour être capable d'analyser les publications subséquentes. Peut-être ici, on pourrait, non, Charles, peut-être passer aux questions que les collègues peuvent avoir. Déjà, Vincent a répondu à quelques questions en cours de route, mais il y en a peut-être d'autres. Merci beaucoup, M. Quirion. Merci, M. Lavière. Donc, effectivement, nous sommes rendus à la période de questions. Nous avons une question de Julie. Qu'en est-il de la littérature grise des publications d'organismes? Ça va être indexé par Google Scholar dans la quasi-totalité des cas. Donc des outils. Cet outil-là fonctionne quand même assez bien pour ramasser tout ça. Maintenant, il y a toujours parfois, on n'a pas le choix d'aller sur le site de certains organismes, et c'est là où faut souvent en savoir peut-être un peu plus. Donc, je veux voir une étude écrite par exemple, dans mon cas, le European Research Council, ben là, je n'aurais pas le choix d'aller sur leur site web peut-être pour être certain que je n'ai rien manqué. Françoise adresse la question. Qu'en est-il du site academia.edu? Est-ce une plateforme de confiance? Ben, écoutez, academia.edu puis ResearchGate, c'est des outils effectivement de diffusion de manuscrits. C'est de confiance autant que va l'être le site web d'un chercheur. Donc, c'est un endroit où on dépose des articles qui parfois vont être évalués, parfois ne seront pas encore évalués. Donc, c'est autant de confiance que la confiance qu'on va accorder au chercheur ou à la chercheuse qui l'a diffusé. Moi, je ne suis pas un fan, puis je vous explique pourquoi. C'est que c'est essentiellement des compagnies privées qui essaient de monétiser les bons sentiments des chercheurs. Donc, on dit, je mets mes articles sur Academia, c'est génial, je fais la bonne chose, mais c'est pas considéré comme du libre accès parce qu'il y a des contraintes souvent à Academia, il faut se créer un mot de passe, etc. Et dans l'esprit du libre accès, il faut qu'il n'y ait aucune contrainte à l'accès. Donc, j'ai des réserves avec Academia, mais elles ne sont pas sur la crédibilité de l'information, mais plutôt sur le modèle d'affaires. Et peut-être je pourrais ajouter ici, Vincent, qu'avec Academia, moi, quand il m'envoie plein d'informations sur les citations de certains de mes papiers, moi, je n'ai même pas accès parce que je n'ai pas payé. Exact. Donc, ça illustre un peu mon point. Oui. Annick écrit concernant les auteurs, il arrive qu'ils soient tenus par les éditeurs de ne pas transférer leur article à d'autres personnes. Est-ce possible? Oui, mais c'est assez rare, en fait. Les Elsevier, Springer, Wiley, etc. permettent la diffusion en libre accès. Me donnent, en fait, le droit de prendre la dernière version acceptée puis de la mettre sur mon site web, de la mettre sur une archive institutionnelle, etc. Donc, il va y avoir vraiment quelques éditeurs qui ne permettront pas ça. Et là, c'est le choix des auteurs. Si moi, je veux publier dans la revue X, mais que cette revue-là ne me donne pas ces permissions-là, ben, je ne publierai pas dans la revue X. Donc, il en va, c'est pas tant le rôle des utilisateurs, mais c'est plutôt le rôle des créateurs d'informations de faire ce que l'on appelle une diffusion éthique des connaissances. Une diffusion éthique, bien, ça veut dire pas publier dans des endroits qui ne me permettront pas de maximiser l'accès à la littérature que je publie. Merci, M. Larivière. Rénal adresse la question. Comment citer les articles puisés gratuitement sur les moteurs de recherche? Comme les autres articles. Il n'y a pas de différence. Donc, ces articles-là que vous trouvez sur Google Scholar, bien, ils sont publiés dans des revues. Ils ont une notice bibliographique classique. Des fois, vous allez peut-être avoir à la trouver parce qu'elle ne sera peut-être pas explicite, mais il faut la citer de la même façon que l'article publié. Et idéalement, bien, vous mettez aussi l'URL où vous avez trouvé cette version. Merci. Comment peaufiner nos mots-clés de recherche d'articles? Demande Lynn. Ça, c'est une question un peu plus difficile. Puis écoute, Rémi, jump in si tu veux, si tu veux répondre. Mais ça, c'est une question un peu plus difficile dans la mesure où ça dépend du type de recherche. Donc, ça nous ramène un peu à ce que Rémi a présenté en début de présentation. C'est-tu pour un truc que tu dois faire en 5 minutes très rapide ou si c'est pour un gros projet de recherche? Mais essentiellement, la mécanique, c'est de passer au travers de nos résultats,
et de voir c'est quoi nos faux positifs puis nos faux négatifs. Puis là, on raffine en fonction de ce qu'on a attrapé. Donc, ça, dans mon département, il s'enseigne un cours de 45 heures sur comment raffiner les requêtes de mots-clés. Et il y a de la littérature là-dessus. Donc, je vous invite, si vous voulez, à me contacter, puis je pourrais vous pointer vers des ressources, mais c'est malheureusement pas une question à laquelle je peux répondre. Et peut-être aussi pour avoir on disait un peu au point de départ, là, la question. Si vous voulez avoir une bonne réponse, il faut que la question. Oups, je pense que Vincent, on avait perdu Vincent quelques minutes, là. Mais pour avoir une bonne réponse, il faut que la question soit bien posée. Et Vincent, on mentionnait au point de départ avec l'augmentation du nombre de papiers, de publications au cours de la dernière année. Il y en a quand même plusieurs qui sont relais à la pandémie COVID. Donc, c'est sûr que si on écrit COVID jeune, déjà là, vous avez vu là, qu'il y en a déjà pas mal. Donc, si on peut raffiner un peu ces mots-clés-là, ben là, ça va aider parce que sinon, vous allez aboutir avec une panoplie, une série incroyable d'articles à consulter qui va demander quand même beaucoup de temps pour valider tout ça. Merci. Une question de Martin. Est-ce qu'il est facile de détecter des articles commandités par des organisations, donc possiblement biaisées? Bon, écoutez, les revues savantes nous demandent de déclarer nos sources de financement. Donc, à la fin de chaque article, il va y avoir une section. Bon, ce travail a été financé par les FRQ ou a été financé par Pfizer. Bon, a priori, il faut voir que les articles, le fait que ce soit déclaré, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc, par exemple, les FRQ qui financent nos travaux de recherche n'ont rien à dire sur ce que l'on va publier ou pas. Donc, si les gens ont réellement quelque chose à cacher, ça va être difficile de le trouver parce que justement, ça va être caché. Maintenant, les conséquences pour avoir caché des conflits d'intérêts pour les chercheurs sont quand même assez substantielles et des gens qui ont perdu des postes. Et donc, c'est difficile de mettre un prof universitaire dehors, mais ça, c'est une sucrée de bonne façon de le faire. Fait que l'intérêt de frauder il est assez faible pour les chercheurs. Et ça, c'est vrai, j'ajouterais ici, là, vous êtes probablement au courant déjà de ça, mais tout ce qui est conduite responsable en recherche, à la fois au fédéral, les organismes subventionneurs fédéraux, ici au Québec aussi, les chercheurs, lorsqu'ils acceptent des subventions de recherche, doivent remplir, là, avoir des documents, les universités aussi, un peu la même chose. Donc, il y a quand même des balises de ce côté-là. La question de Michel, les articles québécois suivent-ils l'évolution exponentielle mondiale? L'entrée en scène de certains pays ou territoires serait-il un facteur important pour expliquer la hausse du nombre d'articles? C'est une super bonne question. Évidemment, le Québec a une croissance qui est substantielle, qui est soutenue en fait, mais il faut voir que le système québécois est un système scientifique mature par rapport au système scientifique chinois, puis disons indien, puis de bon nombre de pays africains. Euh, donc, la croissance exponentielle que l'on voit, elle est en partie due à la croissance de la Chine, mais pas seulement due à ça. Ce qui fait en sorte que, bon an, mal an, le Québec représente à peu près 1% des publications mondiales. Ça a baissé pendant certaines années, là, ça tend à remonter, mais la situation au Québec, on pourrait dire, elle va assez bien du point de vue de la croissance de la science. Mais évidemment, ça ne croît pas autant que dans des pays où le système scientifique il est à construire, où il est en train de se construire. Une question d'un participant. Altmetric semble être réservé aux institutions académiques. Est-ce que je me trompe? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités avancées qui ne sont disponibles qu'aux universités. Puis là, il faut payer. Mais pour les chercheurs, pour n'importe qui, en fait, le petit outil altmétrique que j'ai montré, il est disponible. Si vous avez de la misère à trouver le lien, envoyez-moi un courriel, puis je vous trouverai exactement l'endroit là, où on peut aller le chercher. Merci. Donc, une affirmation, question de Joël. Au gouvernement du Québec, selon les ministères, nous n'avons pas accès à un grand nombre de revues scientifiques puisque nous ne sommes pas abonnés. Comment on peut s'en assurer l'accès? Ben, écoutez, le libre accès que j'ai mentionné est la bonne mécanique pour le faire. Donc, vous n'êtes pas abonné à bon nombre de revues, mais compte tenu que la majeure partie de la littérature publiée aujourd'hui, elle est ouverte, bien, ça vous donne l'accès. Donc, la mécanique des revues savantes a changé depuis quelques années. Donc, les abonnements sont de moins en moins importants.
Et de plus en plus, l'accès il est ouvert et on a trouvé d'autres mécanismes pour financer toute l'édition. Donc, ce sont les auteurs qui paient plutôt que les bibliothèques et les institutions de recherche. Donc, les outils comme Google Scholar vous permettent de trouver cette littérature-là qui est disponible de façon faite. Mais évidemment, il va toujours rester un pourcentage qui est plus ou moins grand en fonction des domaines. Là, on a vu en génie, en chimie, ce n'est pas la majorité. Et c'est là où je vous invite à écrire aux auteurs. Évidemment, ça peut être fatigant pour tout le monde, mais dans l'ensemble, les gens sont contents de vous envoyer leurs manuscrits. C'est simplement, ça leur donne davantage de visibilité. Et comme disait Vincent, ben là, avec Google Scholar, vous avez accès quand même à un bon nombre d'articles en pourcentage. Le pourcentage augmente quand même avec les années. Par exemple, au Fonds de recherche du Québec, ben, nous, on va vers ça là, avec Coalition S, qui est surtout en Europe, mais quand même, ça s'ouvre de plus en plus en Amérique du Nord pour avoir Sciences ouvertes, libre accès aux publications, aussi des gens on a signé aussi Dora, là, en fait, tout ça va dans le sens un peu plus du libre accès aux publications scientifiques là, pour tout le monde, pas seulement pour les abonnés ou pour les universitaires. Merci. Puis, une précision de Marcel. Donc, pour vous aider dans vos recherches, il y a aussi la bibliothèque Cécile Rouleau qui dessert 28 ministères et organismes au gouvernement. Donc, nous allons laisser encore quelques secondes si vous avez d'autres questions à adresser. Vous avez dans la zone de clavardage des hyperliens qui mènent à la fois à la présentation PowerPoint de l'activité, également un sondage en ligne. Nous vous invitons à rester encore quelques minutes puisque nous allons dès maintenant proposer un WhoClap. Une dernière question de sondage, si vous permettez, M. Quirion? Oui, peut-être juste une petite question avant ça, peut-être un commentaire de Vincent. Là. On a parlé de littérature grise. Les grises, là, comment on évalue la qualité de cette littérature grise-là? Ouais, écoutez, c'est difficile. La littérature grise, ça veut dire plein d'affaires. Hein. Ça peut être de la littérature gouvernementale, ça peut être de la littérature du secteur privé. En gros, c'est de la littérature, quand on dit grise, c'est qu'elle était tough à trouver avant, en fait. Nos marqueurs de crédibilité sont quand même un peu différents parce que c'est pas publié dans une revue, donc on n'a pas cet indicateur-là. Ça va être l'organisation qui l'a fourni. T'sais. Dans la littérature grise, il y a des think tanks qui sont un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Fait que là, il faut évaluer l'article le document en fonction d'où il vient. Les documents gouvernementaux, ben, en général, c'est vous qui les faites, donc je vous fais confiance, mais évidemment, je vais évaluer différemment un document gouvernemental du Royaume-Uni versus des États-Unis, par exemple. Donc c'est des marqueurs qui sont différents. Et ultimement, vous avez des expertises, vous lisez l'étude, puis vous en faites une critique. Peut-être le dernier point que je mentionnerai là-dessus, c'est qu'est-ce que cette littérature-là, qu'est-ce que cette littérature grise-là cite? Hein? Si c'est un document qui est, on pourrait dire, un peu plus scientifique, bien, il va y avoir des références à la fin. Et là, on peut regarder la crédibilité, si vous voulez, des études sur lesquelles la littérature grise se base. Et Charles, je pense qu'il y avait 2, 3 autres questions. On a encore 2, 3 minutes. Il y a d'autres questions, effectivement, M. Quirion. Nous vous proposons, le temps que nous compilions l'ensemble des questions, de vous proposer une petite question WhoClap, comme nous l'avons fait au début du webinaire. Donc, nous allons projeter la plateforme d'ici quelques secondes avec une question. Et pendant ce temps, vous pouvez consulter les hyperliens qui sont dans la zone de clavardage pour répondre à la question que vous voyez à l'écran. Quel sujet vous intéresserait le plus pour de prochains webinaires avec le Bureau du scientifique en chef du Québec? 2 choix minimum. Produire et analyser des données, sondage et statistiques, mener un projet de recherche en collaboration avec un établissement d'enseignement supérieur, mener un projet de recherche avec le milieu privé de manière éthique et responsable, méthode scientifique 101 ou intelligence artificielle 101. Excellent. Et 2 choix maximum. Parfait. Nous vous rappelons d'utiliser soit le code QR ou encore l'hyperlien qui est présenté dans la zone de clavardage pour répondre à la question. Peut-être aussi pour d'autres questions qui n'avaient pas été répondues, ben peut-être que pourra toujours, là, Vincent, envoyer à Vincent au besoin, puis il pourra toujours communiquer avec vous.
Oui, tout à fait. Nous avons une affirmation. Question ici de Martin. On va laisser l'écran de sondage disponible. Puis on pourrait peut-être tout de suite déjà adresser d'autres questions que vous pourriez répondre, M. Larivière, M. Quirion. Martin indique le phénomène des articles pseudo-scientifiques diffusés sous forme de publicité dans les médias sociaux semble en forte croissance. Est-ce que les codes de déontologie scientifique interdisent à leurs membres de participer à de telles opérations? C'est intéressant. Des fois, ils participent à leur insu. Hein. Vous avez vu Alain Votre-Bon-Cœur qui était un peu pogné. On servait de son image pour vendre des suppléments ou des trucs un peu pseudo-scientifiques. Je ne connais pas la question des codes de déontologie, mais je suis d'accord avec vous. J'ai vu la même chose. Ce qui fait en sorte qu'il faut savoir c'est quoi un article scientifique, puis c'est quoi, qu'est-ce que n'est pas un article scientifique. Puis ça, bon, vous le voyez, ça va être un site web, il n'y aura pas de référence, il n'y aura pas de. Donc, du point de vue de la forme, ça va être assez facile de voir que ce n'est pas de la littérature scientifique. Merci beaucoup. Nous allons attendre quelques secondes encore pour dévoiler les résultats du sondage. Si vous n'avez pas encore complété le sondage que vous voyez à l'écran, je vous prie de prendre quelques secondes pour adresser vos choix pour les prochains webinaires. Ah, donc produire et analyser les données, ça c'est sûr que très, très important. Les statistiques, qu'est-ce que ça veut dire en termes de qualité aussi des données, si on veut. L'intelligence artificielle, très populaire aussi. Il y a beaucoup d'expertise au Québec, bien sûr, dans ce secteur-là. Donc, ça semble être beaucoup d'intérêt pour le premier et le deuxième. Le deuxième et sixième, c'est assez semblable. Donc, on prend bonne note de tout ça. Nous avons une question de Mariana. Est-ce pertinent de trier les articles selon la revue qui a été publiée? Exemple, petit facteur d'impact de la revue, j'exclus cet article. Écoutez, ça fait 10 ans que je dis qu'il ne faut pas le faire. Maintenant, il y a quand même. On peut le faire, mais il faut le faire avec parcimonie. Il faut le faire d'une façon, on pourrait dire, qualitative. Donc, autrement dit, il ne faut pas le trier simplement et dire ça, c'est plus haut facteur d'impact, c'est le plus crédible, ça, c'est le plus bas, c'est le moins crédible. Il faut faire une évaluation un peu plus holistique de tout ça. Les facteurs d'impact, ça nous donne grosso modo, effectivement, un indicateur de est-ce que cet article-là est passé au travers d'un filtre d'évaluation par les pairs qui est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est plus vrai, mais ça veut dire quand même qu'il a dû se battre un peu plus pour être capable d'être accepté. Donc, ça a une certaine pertinence, mais il faut le faire avec du jugement, pas d'une façon automatique. La seule façon d'évaluer la qualité d'un article, c'est de le lire, de le critiquer, de le mettre en contexte avec ce que l'on sait par ailleurs. Merci. Avant la prochaine question, nous vous rappelons qu'il est possible de compléter un sondage de satisfaction qui est présenté dans la zone de clavardage. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'hyperlien pour y accéder. Pour le PowerPoint également, la présentation, elle est disponible également via un hyperlien présenté dans la zone de clavardage. Nous avons plusieurs questions concernant les revues prédatrices. Françoise adresse la question, comment reconnaître des revues prédatrices? Est-ce qu'il existe une liste de noms de revues? Ben, écoutez, il y avait une liste qui existait, mais le problème des revues prédatrices, c'est que c'est quand même dur de les définir d'une façon binaire. Hein. Il y a tout un spectre de légitimité des revues savantes. Ça nous ramène un peu au facteur d'impact dont on parlait un peu plus tôt. Il y a un outil qui s'appelle Cabell qui vise à faire une sorte de ce qu'on appelle une whitelist puis blacklist, là, même si bon, les termes ne sont pas très, très bons, je pense. Maintenant, cette liste-là, elle coûte pas mal de sous. Dans l'ensemble, je dirais que c'est assez facile de reconnaître parce que les sites web sont mal faits, les articles sont mal écrits. Donc, vous allez être capable assez rapidement de spotter si c'est publié dans une revue prédatrice. Puis, il y a une liste qui s'appelle la liste de BEAL, B-E-A-L-L, qui est contestée parce que, bon, c'est une liste binaire encore là, mais qui nous donne grosso modo une assez bonne idée.
des éditeurs et des revues à éviter. Et certainement aussi, c'est un sujet d'intérêt pour nous au Fonds de recherche. Donc, peut-être au cours des prochains mois, là, on pourra travailler avec vous aussi. Parce que c'est certain que pour nos reviseurs, pour les étudiants aussi, être capable de peut-être reconnaître un peu plus certaines revues prédatrices. Parce que les éditeurs qui publient ces revues-là, des fois, sont assez agressifs. Ils contactent les auteurs potentiels et des fois, peut-être qu'on ne réalise pas que c'est une revue prédatrice. Donc, il faut faire un peu attention, mais on va pouvoir travailler avec vous là-dessus. Monsieur Quirion, Monsieur Larivière, la Direction du développement organisationnel et des compétences gouvernementales de la Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources humaines du sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle au secrétariat du Conseil du Trésor vous remercie pour votre excellente conférence.